comprends que vous, les Israéliens, je ne suis pas, monsieur, vous allez arrêter de me dire vous les Israéliens, parce que moi je vais vous dire vous tous les chauves de France. Ça suffit toujours de m'essentialiser. Je m'appelle Noémie Aliwa, je suis journaliste. Vous allez arrêter de m'essentialiser, sinon je vous essentialise à tous les chauves de France. On va demander l'avis aux parents et aux frères et sœurs des fillettes, des écolières qui ont été massacrées à Minab au début de la guerre. Il y en a eu plus de 150. Parce que simplement les Américains n'avaient pas daigné mettre à jour leur cible. Ils étaient touchés par un Tomahawk. Il faudrait leur demander, ça serait intéressant. Aussi parce que les Iraniens mettent des cibles civiles bien à côté des cibles militaires, un peu comme le Hamas qui jouait à fond la carte du bouclier humain pour maximiser les pertes civiles. Ça n'excuse pas évidemment ce qui s'est passé dans cette école, mais l'Iran, tout comme ses proxys, mise à fond sur les boucliers humains et sur la proximité des cibles pour que ce genre d'horreur soit débattu à l'international. C'était une école qui c'était au début de la guerre, c'était le premier jour, il n'y avait pas eu tout de manœuvre des Iraniens, il ne faut pas raconter n'importe quoi, c'était juste une école. Elle se trouvait plus ou moins à proximité, dans la même ville, il y avait des gardes, et depuis 10 ans, c'était une école de filles. Simplement, les Américains n'avaient pas daigné mettre à jour leurs renseignements et ils ont tué 150 écolières, c'est tout. Si ça passe pour vous comme une lettre à la poste, tant mieux. Mais je pense que si les Russes avaient fait ça sur une école de filles à Lvov, on vous aurait davantage entendu. Non, je n'ai pas dit ça, elle était collée à un ancien site militaire. Elle était collée, elle était mitoyenne, le mur était collé, donc le fait de l'avoir mis là n'était pas par hasard. Aurélien, le QG du ministère des Armées français, vous le savez, est dans le 15e arrondissement. Ma fille va à l'école dans le 15e arrondissement. J'aimerais bien que nos ennemis évitent de cibler bien sûr. ce QG-là. Mais je ne cautionne pas si c'est passé. Mais en revanche, sur ce que dit Donald Trump, c'est une question qui est très intéressante. Est-ce que le peuple iranien martyrisé par ce régime, et donc qui est victime, peut appeler Donald Trump à commettre des crimes de guerre, et donc cet appel de la part d'une victime rendrait des crimes de guerre potentiellement légaux. C'est une question franchement très intéressante. En l'occurrence, le droit dit plusieurs choses là-dessus. C'est que un acte illégal ne devient pas automatiquement légal parce que la victime vous demande de le commettre, l'homicide ou quoi que ce soit. En revanche, il existe un état de nécessité, mais où il faut s'assurer que le mal causé ne soit pas supérieur à celui qui est évité. Et donc là, il y a un débat à avoir sur, comme le soulignait Renaud Girard, l'impact que cela va avoir sur le pays. Quand vous détruisez ces infrastructures critiques, c'est plus un régime, c'est un peuple, un pays que vous êtes en train d'anéantir. C'est plus une guerre contre si vous voulez. J'aimerais quand même vous entendre, pardon. Ces bombardements sont contre-productifs. Vous connaissez les études des historiens britanniques sur l'effet contre-productif des bombardements britanniques sur l'Allemagne. Je suis désolé, il faut que vous laissiez répondre. S'il vous plaît, pour rejoindre ce qu'Aurélien disait, parce que c'est très important. On a eu déjà cette conversation au début de l'émission, et je vous disais qu'évidemment, il fallait distinguer, parce que c'est un combat aussi pour le peuple iranien, il faut impérativement distinguer les infrastructures civiles des infrastructures militaires. Mais quand même, Aurélien pointait quelque chose de très important. C'est lorsque ces infrastructures civiles sont utilisées pour des moyens militaires, lorsque vous mettez dans les bas-fonds, dans les sous-sols des hôpitaux, des armes qui sont destinées à abattre l'ennemi, dans ce cas-là, vous faites de ces infrastructures civiles des endroits militaires. Et pour répondre à ce que vous disiez, Gallagher, concernant votre fille qui est dans le 15e arrondissement, je ne crois pas que dans le 15e arrondissement, il y ait des explosifs dans tous les sens pour abattre je ne sais quel ennemi. Parce que, justement, il y a une distinction, et encore heureux, en France, on a encore cette... Oui, mais c'est vrai, c'est objectif. C'est vrai que la ministère de la Défense est un objectif militaire. Oui, bien sûr, mais là, c'est l'idée quand même, c'est pas simplement une cible et un symbole, c'est aussi l'idée qu'il y a des armes, qu'il y a des explosifs, qu'il y a tout un tas de cargaisons, peut-être de missiles, qui sont sous les hôpitaux, sous les écoles. Et ça en fait... Moi, j'ai lu plusieurs témoignages de gens, d'Iraniens, qui racontaient ça dans leur famille. Écoutez Trump, s'il vous plaît, écoutez Trump qui justifie en disant, pardon, s'il vous plaît, qu'il faut prêter assistance aux 30 000 ou 40 000, même je crois davantage, Iraniens qui ont été tués par la répression iranienne. Écoutez-le. L'Iran a tué 45 000 personnes, voire 60 000 en un mois. Ils ont tué des manifestants, ce sont des animaux. Nous devons les arrêter, nous ne pouvons pas les laisser se doter de l'arme nucléaire.
Voilà. Et on lui posait la question, est-ce que c'est bien de bombarder les ponts? Il répond, écoutez, désolé, les Iraniens canardent leur propre population. Est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que, au contraire, ça ne va pas rallier autour du drapeau de la République islamique les peut-être 70% des citoyens iraniens qui étaient attentistes, plutôt mécontents du régime d'ailleurs, mais attentistes? C'est l'alternative, c'est on fait rien? Hein? L'alternative, c'est qu'on fait rien? Non, on négocie. On négocie, surtout qu'on avait des négociations est en train de faire. nucléaires qui fonctionnaient parfaitement bien et qui avançaient d'après le médiateur omanais. Et je précise simplement devant Noémie que Oman n'est pas un ennemi d'Israël, puisque Oman a même accueilli le Premier ministre d'Israël. Quand vous demandez aux Israéliens, ils ne vont pas dire que ça a très bien marché. Certes, il y avait le contrôle sur les sites nucléaires, mais les Iraniens, ils ont continué avec leur programme de missiles balistiques. Et là, on voit les résultats. Pendant 3 semaines, parce que cet échange, je bombarde l'usine d'acier, et vous bombardez la même chose de l'autre côté. On voit ça depuis 10 jours, 2 semaines. Il y avait quand même 3 semaines où les Iraniens, ils ont bombardé, ils continuent de bombarder des centres urbains en Israël, des citoyens. Ce n'est pas des sites militaires, ce n'est pas des bases militaires. Donc, on ne peut pas vraiment faire la comparaison. Isaac Barchicha, répondez s'il vous plaît à Renaud Girard ici, qui vous dit, en substance, là, vous êtes en train de faire tout faux et de rallier les Iraniens contre votre cause. Oman disait à l'instant, a accueilli les négociations, mais encore une fois, on sait que c'était du bluff, pas forcément de l'administration Trump. Ce sont les Iraniens qui, depuis longtemps, ne veulent pas négocier, on le voit, et on le voit encore aujourd'hui, puisque il y a des discussions possibles et ils ne les saisissent pas. On peut espérer, comme Gallagher l'a dit, on peut espérer que cela aboutisse. Je veux bien espérer. Pardon, Isaac Barchicha, laissons de côté ces sortes de négociations. Est-ce que oui ou non, pour libérer le peuple iranien, il est bon, y compris de bombarder des ponts? Voilà, c'est ça le cœur de la discussion. De toute façon, il y a une éthique de la responsabilité. Laissez-leur répondre. Mais la responsabilité, dont ce mot est souvent utilisé sur ce plateau, elle est de tous les peuples aujourd'hui et de tous les dirigeants à faire en sorte que ce peuple iranien, qui est un très beau peuple, qui a envie de vivre, et tous on est d'accord ici, en paix avec tous ses voisins, soit libéré de ce régime terroriste. Ça, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, devrait largement et uniquement suffire à faire ce qui est nécessaire pour mener à bien cette mission. Si des missions alternatives existaient, elles ont été essayées, elles ont échoué, et aujourd'hui, c'est pas de plein cœur que Trump fait cette mission, c'est qu'il a besoin de mener à bien cette mission pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce régime des mollahs et redonner au peuple, ce beau peuple iranien, sa grandeur, sa splendeur et sa liberté, notamment de vivre avec ses voisins. Alors moi, je réponds à Isaac Barchicha que c'est pas du ciel qu'on fait une guerre de libération. Si on veut porter l'éthique de la responsabilité, c'est-à-dire si on veut aller jusqu'au bout d'apporter la démocratie par la force, qui a l'air d'être évidemment votre idée, chère Noémie, eh bien, il faut aller sur place. C'est-à-dire que oui, ça va coûter plus cher, ça va coûter des vies. Oui, ça va coûter des vies américaines si on veut vraiment atteindre cet objectif politique. Et alors, est-ce que ça marchera? Ça n'a pas marché en Irak parce qu'ils se sont pas débrouillés. Est-ce que ça marche? Ça n'a pas marché en Afghanistan. Peut-être que ça va marcher en Iran. Peut-être que ces foules vont venir jeter des fleurs à Netanyahou et à Trump quand ils paraderont dans les rues de Téhéran. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Mais en tout cas, la moindre des choses, c'est pas de bombarder les gens et ensuite de se désintéresser de ce qui se passe, de la dévastation qu'il y a en dessous. Si vous avez vraiment envie, si vous pensez qu'il est fondamental de changer le régime, eh ben, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut prendre Berlin et il faut mettre une nouvelle administration en Allemagne. Alors, Monsieur Girard, voilà, moi je vous propose une autre solution. Laissez Berlin, d'accord ? Laissez tout ce qu'il faut. Laissez le peuple iranien se faire massacrer, laissez ce régime obtenir la bombe atomique, laissez-les augmenter leur stock de missiles à longue portée pour tirer sur toute la région. Ne faites rien, mettez vos chaussons, surtout, ne faisons rien, voilà. Regardons ce qui est en train de se passer, mais surtout, faisons en sorte que personne ne se mouille, et surtout pas ces méchants Américains, parce que quand même, il y a des risques aussi pour nous. Et donc, laissons
ce régime continuer à distiller la violence sur son peuple et sur la région. Est-ce que c'est ça que vous proposez? Moi, je comprends que vous, les Israéliens, je ne suis pas, monsieur, vous allez arrêter de me dire vous, les Israéliens, parce que moi, je vais vous dire vous, tous les chauves de France. Ça suffit toujours de m'essentialiser. Je m'appelle Noémie Aliwa, je suis journaliste. Vous allez arrêter de m'essentialiser, sinon je vous essentialise à tous les chauves de France. Vous pouvez m'essentialiser comme journaliste français. Ça suffit. Vous défendez cette guerre. Et ça fait 3 fois en dehors de ce plateau que je vous dis d'arrêter de m'essentialiser. Ah bon, vous défendez ou vous défendez pas cette guerre? Ne dites pas vous, s'il vous plaît. Parlez-moi à moi, cette guerre déjà bien. Mais répondez sur le fond, Renaud Girard. Quand Noémie Aliwa vous dit, au fond, votre idée, c'est on ne fait rien, quoi. On laisse les Iraniens se débrouiller. Je suis très touché par le fait de la volonté des Israéliens, même des Américains, d'introduire la civilisation, la démocratie et la stabilité, comme ils l'ont dit, au Moyen-Orient. Mais par exemple, pour les Israéliens, je me demande, l'Iran, c'est un peu loin d'eux. Ils ont un peuple qui a des problèmes, une affaire qui n'est pas réglée, qui s'appelle le peuple palestinien. Est-ce qu'ils font quelque chose? Mais même plus proche d'Israël, il y a le Soudan. Mais pourquoi est-ce que les Israéliens, les Américains, n'interviennent pas au Soudan pour arrêter par la force une guerre civile, pas les relations entre Israël et le Soudan. Une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts pour, effectivement, établir la démocratie. Répondez à ça, Isaac Barchicha. Pourquoi pas? Isaac Barchicha, répondez à ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est une question essentielle qu'on est en train de poser depuis de longs mois. Est-ce qu'il faut continuer à croire à cette utopie, peut-être parfois humaniste à tort, de dire qu'avec ce régime, il faut continuer à négocier, parler, à faire cette politique que la France tient depuis trop longtemps, notamment avec les pays du Moyen-Orient, et qui, on le sait, n'a pas abouti. C'est un échec. Il faut se rendre à l'évidence. Si les négociations avaient abouti avec Obama, avec Trump ou avec qui que ce soit, ça se serait, et tous ici autour de cette table, on s'en réjouirait. À un moment donné, il faut dire stop à la chose et dire il faut une solution alternative. La seule solution alternative face à ce régime, c'est l'action militaire. Et ça, il faut le comprendre. Alors, je veux bien qu'on critique cette action militaire, on ne s'est pas préparé suffisamment, qu'on n'a pas envoyé suffisamment d'hommes, qu'on croyait que le régime allait être facilement abattable. Mais à un moment donné, cette action militaire est justifiée pas uniquement parce que l'Iran est le plus grand terroriste du monde, mais parce qu'elle met en danger pas uniquement la population iranienne, mais le monde entier. Et ça devrait suffire pour dire, alors maintenant on y va. Et la question que j'aurais beaucoup aimé que René Girard nous réponde ce soir, c'est de dire, alors du coup, si l'action militaire telle qu'elle est composée aujourd'hui par les Américains ne lui convient pas, que la France pèse de tout son pouvoir pour dire quelles sont les alternatives militaires pour arriver à la fin de ce régime. En tout cas, la France considère que, a raison d'ailleurs, la France considère que si les États occidentaux, qui sont effectivement très puissants militairement, se donnent eux-mêmes l'autorisation d'aller intervenir dans tous les pays où les régimes ne leur plaisent pas, qui sont différents de leur propre régime de démocratie capitaliste à l'occidental, c'est quand même la recette pour étendre la guerre dans le monde entier, pour le chaos dans le monde entier, et c'est aussi la recette à court terme, ça c'est à moyen terme, et à court terme c'est la recette pour unir l'ensemble des pays contre les Occidentaux. Donc les Israéliens et les Américains, ils nous rendent pas du tout service en ce moment parce qu'ils liguent l'ensemble. Et il suffit d'ailleurs de se promener, d'aller interroger les gens des autres pays. Ils liguent l'ensemble des Occidentaux contre nous. On reviendra à ce débat. Passons par les dernières informations sur la réalité militaire et ce qui va se passer ces prochaines heures. Très importante information, c'est Fox News qui les donne sur le fait que, et là on a le détail, pendant les sauvetages, c'est-à-dire pendant ce qui s'est passé, pendant ces opérations de sauvetage tellement marquantes, le commandement central des États-Unis a ordonné plusieurs bombardiers B-2 d'effectuer un aller-retour de 36 heures depuis la base aérienne de Whiteman, donc là c'est aux États-Unis, c'est bien ça Gallagher, Fenwick, hein, Oui, tout à fait. pour larguer des bombes Bunkerbuster à pénétration massive d'ordonnances, les mêmes que celles utilisées l'été dernier contre les sites nucléaires de l'Iran. Leur cible était un quartier général souterrain des gardiens de la Révolution au centre de Téhéran, après qu'il a reçu des renseignements indiquant qu'un grand nombre de commandants de haut rang des gardiens de la Révolution s'y réunissaient. Plusieurs commandements des gardiens de la Révolution auraient été tués dans ce bombardement. C'est un élément très important peut-être de ce qui va se passer ces prochaines heures. Ils sont en train d'utiliser les B-2, donc là on est dans la pénétration lourde. Michel Goya, expliquez ça.
Pourquoi des B2 ? Parce que ce sont les seuls à pouvoir porter la GBU, la fameuse GBU 57, qui est la bombe de pénétration la plus puissante du monde. Accessoirement, ils n'en ont pas non plus des millions, ce chiffre en quelques dizaines. Et donc voilà, donc ils ont repéré un objectif qui était particulièrement protégé, enterré, et donc ils ont jugé que les seuls moyens de l'atteindre, c'était de faire appel à des B2. Donc une mission qui est toujours très complexe, qui est toujours très long. Mais voilà, donc, mais là, je dis bravo. Effectivement, frapper les gardiens de la Révolution, très bien, super. Ça, c'est le job. Donc ça veut dire qu'ils sont entrés dans une phase où possiblement ils vont bombarder encore plus lourdement Téhéran et notamment les sous-sols, puisque c'est une ville où beaucoup de choses se passent maintenant en sous-sol. C'est une phase où pour le coup c'est plus cohérent de s'attaquer encore au régime. C'est-à-dire que juste ici ce sont les Israéliens qui ont réalisé l'essentiel des frappes les plus décisives contre le régime. Encore ce matin contre un commandant des renseignements, le commandant, alors qu'ils avaient déjà éliminé le précédent en juin 2025. Là, c'est non seulement plus légitime et efficace que ces idées de s'extraire du droit international et de matraquer des infrastructures civiles de manière disproportionnée. Et la deuxième chose, c'est que là, on voit aussi une cohérence entre Américains et Israéliens de l'idée que pour l'instant, il faut continuer à... Alors, cette expression détestable de tondre le gazon, mais en tout cas de décapiter tout ce qui bouge encore à la tête du régime. Alors, par contre, frapper les universités, j'ai pas trouvé la logique encore. Oui, alors apparemment, c'est parce que, comme c'est un peu l'équivalent de centrale de polytechnique, c'est de frapper les cerveaux, entre guillemets, sauf que vaut mieux frapper des industries, et là encore il y a des pertes civiles, que de frapper en plus des universités qui tiennent au cœur de la population iranienne. C'est ça, mais ça veut dire que là on tue les ingénieurs, en l'occurrence. Oui. C'est ça. Si j'ai encore 15 secondes, d'ailleurs, je ne cautionne pas, parce qu'on parlait de l'école tout à l'heure, encore une fois, je ne cautionne pas si c'est frappé. Si le terme m'a un peu choqué de dire que je cautionnais un crime de guerre. 250 morts, ce n'est pas le cas. Non, il s'agit de cibler, en fait, à défaut de pouvoir mettre fin à la volonté de se doter de l'arme nucléaire, il s'agit d'essayer d'éliminer les cerveaux qui sont capables de la produire, mais aussi les institutions qui sont capables de former ces cerveaux. Et donc il y a quelque chose, oui, qui me semble-t-il, qui est particulièrement condamnable. Si vous faisait ça en Suisse, à votre avis, si une puissance comme ça qui vous diabolisait et vous bombarde, etc., vous céderiez ou au contraire vous diriez, ben non, on va se rebeller. Vous savez ce qu'on disait, mais laissons la Suisse de côté. Je suis pas sûr que la comparaison avec la Suisse soit très. On disait la Suisse n'a pas d'armée, la Suisse est une armée. C'est autant il y avait le service militaire universel. La Suisse n'a pas des organisations armées proxy. La Suisse, c'est le seul pays qui a dissuadé Hitler de l'envahir, quand même, il faut le reconnaître. Les Iraniens ont tué des gens à Genève en 90. Après, je crois que cette administration, elle ferait bien d'écouter des spécialistes de l'Iran. Il y en a beaucoup qui s'expriment, notamment dans un très bon anglais, et qui n'arrêtent pas de répéter que cette administration ne comprend pas ce régime, qui est prêt à brûler son pays afin d'assurer sa survie. Donc quand Donald Trump menace de bombarder les infrastructures, etc., allez-y, parce que lui, il estime, comme le disait Renaud Girard, que ça va l'aider à rallier une partie de la population, même si, il ne faut pas se tromper, une vaste majorité des Iraniens et des Iraniennes détestent ce régime. Mais qu'est-ce qu'il risque de détester encore plus ? Un ennemi de l'extérieur qui vient obérer le futur, non pas d'un régime, mais de tout un... Est-ce que vous êtes